Bon, la première chose qui est d'une Tu vas évidence, habiter en Belgique, tu c'est viendras de me voir un avocat. dire que c'est bien la peine de faire l'ENA ou de faire des hautes études pour quand se pose un problème, trouver comme solution d'augmenter les impôts. Ils auraient pu éviter leurs études parce que la solution, elle n'est pas très compliquée. Sincèrement, on pouvait s'attendre à ce que des gens qui ont fait des hautes études trouvent des solutions autres qu'augmenter les impôts. Par exemple, il y a une façon d'augmenter les impôts auquel le gouverneur de la Banque de France n'a pas pensé. C'est faire en sorte que les entreprises gagnent plus d'argent, fassent plus de chiffres, que les Français gagnent plus C'était le d'argent. pari Les d'Emmanuel impôts Macron. vont augmenter, mais de façon vertueuse. Ça, ils n'y ont pas pensé parce que finalement, ils l'ont peut-être pas appris à l'ENA. Ça, c'est la première chose. La seconde chose où je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, Olivier, les impôts ont augmenté depuis Macron. Les impôts ont augmenté, bien sûr. Mais l'inflation, ça crée de la TVA. la TVA, oui. Bien sûr, on a fait augmenter les impôts de façon détournée, de façon assez maligne. Mais les impôts ont augmenté, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Nous payons tous, on s'en rend pas compte, beaucoup c'est plus vrai. d'impôts depuis quelques années. Voilà. À part qu'il y a une transfert. Je parle même pas de la taxe d'habitation qui s'est transformée sous différentes formes. Alors ensuite, pourquoi je suis pas d'accord? Alors il y a une économie à faire. Déjà, c'est le gouverneur de la Banque de France et tous les gens qui travaillent pour lui, parce qu'il sert. C'est quand même quelqu'un qui sert à rien et qui nous coûte beaucoup de pognon. On a un grand statisticien qui nous coûte un blé de folie, qui passe son temps à emmerder les entreprises, à leur poser des questions, parce que lui, il a rien à faire. Donc forcément, les entreprises, elles n'ont pas le temps, mais ça, il peut pas le comprendre. Alors lui expliquer simplement que donc si on augmente les impôts des sociétés, ce qui est possible. Je lui rappelle quand même qu'il y a des dividendes qui sont distribués. Et que sur les dividendes, il y a des impôts qui sont payés. Donc, on va réduire les dividendes et on va réduire les impôts payés sur les dividendes. Ça, il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour le comprendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on augmente l'impôt des classes les plus aisées, alors comme le dit Antoine, ça m'embête d'être d'accord avec lui. Déjà, il a vous avez raison. raison, Faut savoir Mourad. qui c'est. C'est quand même des gens qui ont les moyens de, alors, soit de Déjà, faut les défiscaliser, définir. soit de détourner, parce qu'il y a plein de plans aujourd'hui. Il y a des sociétés qui se sont montées, qui vous permettent de faire des donations, défiscaliser, et qui vous retrouvez votre pognon en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Il y a tout un système qui s'est mis en place parce qu'ils ont les moyens d'organiser ce système. Mais surtout, vous allez toucher au pouvoir d'achat aussi. Vous allez toucher au pouvoir d'achat et donc vous allez perdre de l'impôt et vous allez aussi perdre de l'impôt sur les sociétés qui auront un peu moins de chiffre d'affaires parce qu'on aura touché à l'impôt des gens qui consomment le plus. Moi, je vais lui proposer quelque chose et j'ai pas fait l'ENA, qui me semble beaucoup plus intéressant. C'est créer un impôt vertueux à 2 étages. Il y a 2 façons de dépenser son argent pour une entreprise. Il y a une façon qui crée de l'emploi et il y a une façon qui crée que dalle. Et on paye les mêmes impôts pour les deux. Alors moi, je serais d'avis d'aujourd'hui d'avoir une incitation fiscale pour ceux qui dépensent leur argent pour créer de la richesse et créer de l'impôt. Donc d'inciter les entreprises à générer de l'emploi et à créer des richesses. Et là, vous aurez une fiscalité réduite, mais l'État va se reprendre puisque le chiffre d'affaires va monter et cette fiscalité réduite correspondra au moins à ce qu'il touchait avant, voire plus. Et il s'y récupérera ensuite sur le pouvoir d'achat qui est créé. Et avoir de l'autre côté un impôt plus sévère, effectivement, pour les gens qui ne créent absolument rien avec leur argent. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, quand on avait un peu d'argent, je disais quelle boîte je peux monter, quel emploi je peux créer. Aujourd'hui, on se dit quel placement je peux faire. Voilà. Et donc, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, l'impôt soit le même, quelle que soit la façon vertueuse ou pas dont on utilise son argent. En attendant, Mourad à Mais Bercy, c'est ça, ministre des le Finances. Ah, excusez-moi. C'est le code pour l'iPhone 16. C'est l'alerte, c'est l'alarme. Vous savez que vous pouvez déverrouiller l'iPhone 16. Pour ça, il faut envoyer code par SMS au 732-16. Code par SMS au 732-16. L'iPhone 16, il est pour vous. Il est à gagner à 11h20. Hier, il a été gagné dans les grandes gueules grâce à une intuition de Barbara Lefebvre qui avait dit « Je sens bien comme dernier chiffre pour déverrouiller l'iPhone, le 0 ». Et ça a été le 0, effectivement. Et Barbara et le 0, il a été gagné chez Apolline de Malherbe. Donc en ce moment, il pleut des iPhone 16. Tentez votre chance en envoyant code par SMS au 732-16. Code par SMS au 732-16. On continue notre discussion avec Ludovic qui nous appelle du Var. Bonjour Ludovic. Plus beau département. Oui, très beau département. Bonjour. Bonjour à Ludovic. toutes et à tous. Ludovic, attention, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, enlevez-le. Prenez bien Alors le non, téléphone. je l'ai pas, mais c'est vrai que je capte mal. Bon, vous êtes ingénieur informatique. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour les plus riches pour réduire le déficit ou les sociétés les plus profitables? En tout cas, pour les sociétés les plus profitables, je ne saurais pas dire, mais pour les plus riches, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est les riches. Et oui, Déjà, pour parce François Hollande, c'était 4 000 euros. Ah oui. Voilà, en tout cas, pour François Hollande, je confirme que d'après les impôts, je suis très très riche parce que moi, pour tout vous dire, parce que j'ai rien à cacher, je gagnais, et je dis bien je gagnais, j'ai démissionné un peu à cause des impôts aussi, 3 900 euros net par mois, et je paye 9 000 euros d'impôts sur le revenu par an. C'est énorme. Voilà. C'est 30% de vos revenus. Ouais. Alors, je suis conscient que quelqu'un qui va nous écouter et qui gagne que le SMIC va se dire, Ludovic, il prend les gens pour des imbéciles.
Mais si vous voulez, je suis conscient qu'il faut que je paye des impôts aussi, et ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais 9 000 euros, c'est énorme. C'est énorme. C'est 750 euros par mois. Et ça, c'est les impôts directs. Hein. Il y a tous les impôts indirects que vous payez. Exactement. Derrière, j'ai ma taxe foncière, j'ai tout. La TVA. Tout derrière, exactement. Je roule énormément pour aller travailler dans le 06, beau département pour Alain. Merci. Et pourquoi vous avez dit que vous aviez changé de boulot à cause des impôts? Eh bien parce qu'en fait, si vous voulez, à un moment donné, j'ai la chance d'être dans un secteur où on peut se lancer en freelance assez facilement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma société où là, je vais pouvoir jouer un tout petit peu mieux, on va dire optimiser. Oui. Quand vous irez au restaurant, ça sera en note de frais, donc déjà il y a plus d'impôts, il y a plein de choses. D'accord, mais si vous avez un pépin, parce que je vous souhaite absolument pas, mais de santé ou que vous rencontrez une absence de travail, vous n'avez pas de chômage, quand vous prenez des vacances, vous n'avez pas de congés payés, donc en fait vous croyez que vous payez moins d'impôts, mais vous payez vous-même des compensations financières. Par exemple, si vous prenez 3 semaines de vacances en été, vous n'êtes pas payé. Or, si vous êtes salarié, vous êtes en congé payé. Donc en fait, l'un dans l'autre, on parle de même genre de somme dépensée. Oui, mais là, tu es en train d'essayer de tuer le rêve entrepreneurial en même temps. Excuse-moi, mais... Pas du tout, je suis entrepreneur. Moi, pas du tout, je suis entrepreneur moi-même. Je fait ce choix. Je trouve ça courageux et moi, j'ai envie de l'encourager. C'est difficile. Je me suis cassé le genou il y a 2 ans. Je peux vous dire que j'étais très inquiète sur ma situation économique. Mais rassure-toi, ça va être populaire ce que dit Barnier, parce que là, sur le plateau, majoritairement les gens sont contre, mais Michel Barnier, c'est très démago parce qu'il dit quoi? Les personnes les plus aisées, donc les Français se disent, c'est pas moi, ça fait plaisir à la gauche. Et les entreprises qui font des profits. Donc là, on pense à Total, par exemple. Voilà, et donc on va dire, c'est Total, VMH. Donc c'est très démago, très populaire, c'est très inefficace parce que, contrairement à ce que dit Flora, on a vu dans le passé que ça ne fonctionnait pas. François Hollande a fait un rétro-pédalé lui-même. On a aussi vu que la théorie du ruissellement n'existait pas. L'État a inventé le temporaire centenaire. Dans tous les pays qui se portent mieux que nous, on fait l'inverse. On va continuer d'en discuter. Je remercie Ludovic d'avoir été avec nous. 32-16 pour continuer d'en parler. Est-ce qu'effectivement, il faut augmenter les impôts pour les sociétés très profitables, pour les revenus particuliers des plus aisés? Venez en discuter avec nous. Il ne faut pas être dupe non plus de la petite manœuvre politique et de ce qui se passe en ce moment en coulisses. Mais ça, on va encore continuer d'en parler. Je crois qu'il faut surtout augmenter le QI de nos dirigeants. Émeric veut en discuter avec les GG. Bonjour Émeric. Oui, bonjour. Chef d'entreprise. Exactement. Et du coup, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, très bien. Et on vous écoute. Nous sommes tout oui. Parfait. Alors du coup, en fait, il faut se poser la question en fait de comment en fait l'État peut en fait améliorer ses finances. Alors soit il augmente les recettes, et pour augmenter les recettes, mais ça ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Mais pour augmenter les recettes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut collecter que des impôts. Ou alors, c'est tout ce qu'ils savent faire. Diminuer les dépenses. Voilà. Et pour diminuer les dépenses, aujourd'hui, vous regardez le système hospitalier, on a augmenté le tiers payant, le reste à payer pour les usagers. On n'augmente pas forcément les conditions de travail, dans le bien, les conditions de travail, ni les salaires des personnels soignants, voire même on diminue les services, comme on a vu avec le service par rapport au rapport de cet été. Pas les emplois administratifs, pardon de vous couper, Émeric. Nos hôpitaux emploient 10% de personnel administratif en plus par rapport à nos voisins européens. On a embauché à l'hôpital, mais on a embauché des administratifs, plus qu'ailleurs. Et c'est le troisième poste de dépense que j'allais aborder, c'est que du coup, le poste administratif, on a des milliers de gens qui travaillent dans l'administratif, mais dans tous les services, pas forcément qu'à l'hôpital, c'est dans tous les ministères. Et, en fait, dans les collectivités territoriales. Voilà, et jamais on regarde eux leurs dépenses, on regarde jamais eux où ils peuvent faire des économies. Et il y a des économies qui sont très faciles à faire. Aux États-Unis, par exemple, ils ont changé les polices d'écriture. Ça leur a fait faire des milliards d'économies. Parce qu'en fait, moins de papier, moins d'encre utilisée. C'est des petites économies de bout de chandelle, mais c'est de l'économie d'échelle qu'on appelle dans l'entreprise. Ça veut dire, comme vous avez vu la shrinkflation, vous faites la même chose dans les services, vous faites la même chose auprès du personnel, c'est-à-dire que quand vous avez 15 entités qui font exactement la même chose, pourquoi en avoir en France, mais en fait, je ne sais pas si vous avez regardé, Émeric ou vous ici sur le plateau, l'émission sur McKinsey qui est passée hier et qui il y a un peu d'économie à faire à McKinsey. Et qui montrait le choix à un moment d'avoir voulu externaliser le conseil dans le privé en se disant qu'on aurait des bons rapports et des bonnes solutions. Mais non. De 1, ça coûtait beaucoup plus cher. Il y avait juste des rapports qui étaient commandés pour 400 000 €. De 2, on découvrait dans les rapports que les codes du privé étaient absolument pas les codes du public et qu'en fait, un hôpital, ça fonctionne pas comme une entreprise. Et ça, je
maintiens, je persiste et je signe un hôpital ou un service public, ce n'est pas une entreprise il faut beaucoup privée. d'administratifs. Et d'ailleurs, c'est pas la même gestion, c'est pas le même système. Il n'y a pas d'économie d'échelle, il y a de l'humain, il y a la gestion de la solidarité et de la fraternité dans notre pays. Oui. Donc on n'est pas chez McKinsey, on est à l'hôpital public, on est à l'école publique. Si demain tu vas aux urgences, tu vas pas chercher un administratif pour te soigner. Typiquement, ce qu'on découvrait dans un des rapports, c'était qu'ils proposaient de faire une prime au mérite pour le salaire des profs. Cette prime au mérite montrait que dans une même école, les plus méritants avaient le salaire qui montait et les moins méritants, le salaire restait bas. La vie, quoi. Ouais, mais en fait, le meilleur moyen de semer la discorde dans une salle des profs. Oh. Le meilleur moyen. Dans les entreprises. Mais oui, ça se passe comme ça dans les entreprises, mais dans les entreprises, on est là pour faire du profit. Dans une école, on est là pour éduquer des futurs citoyens. C'est pas normal. Ils auront le pouvoir de voter. Ils auront le pouvoir de voter. Dans une école, le profit, ça s'appelle la qualité de l'enseignement. En fait, le but, la mission n'est pas la même. La mission d'une entreprise, c'est de faire du profit. La mission, c'est d'avoir les deux cas, t'as une notion de qualité quand même. D'éduquer des citoyens. avec de bons profs, t'es d'accord? Allez-y, voilà. Une entreprise fait du profit, le service public, c'est public. Et ça doit le rester comme ça. Oui, mais ça doit être efficace. C'est que les économies doivent être. Il faudrait qu'on regarde exactement comment sont dépensées, comment la technocratie dépense notre argent. Quelle est sa part dedans? Parce qu'on voit qu'en fait, on paye de plus en plus, donc il y a de plus en plus de cotisations qui sont prélevées de partout. Donc ça, jamais été emprunté. Voilà. Il y a de plus en plus de dettes qui est là. Mais par contre, regardez ce qui est rétribué. Vous avez un service hospitalier qui est à l'agonie, vous avez un service scolaire qui est à l'agonie, vous avez tous les services publics qui sont à l'agonie. Alors qu'on n'a jamais autant prélevé d'impôts. On n'a jamais autant payé d'impôts. Et on n'en a jamais autant prélevé. Là, il y a comme une équation. Il y a une équation, pardon. Mais parce qu'on a des ministres qui viennent, ou des hommes politiques qui ne pensent qu'à une chose, c'est à leur statut social. Ils se foutent complètement de l'économie du pays. Aujourd'hui, on souffre de la médiocrité de notre classe politique. Ça, c'est une réalité. On n'a pas de grands dirigeants, on a une médiocrité. Et aujourd'hui, c'est nous qui les désignons. On est responsables. C'est comme quand tu as une sélection de foot et que tu as un vide dans une génération, tu perds tes matchs. Là, c'est un peu pareil. On a un vide dans nos générations politiques. Allez-y, Émeric, finissez votre phrase. On perd de l'argent. Le truc, c'est que par exemple, regardez le pot de départ de M. Attal pour avoir fait 180 jours. Et en fait, il y a celui de Bruno Le Maire qui était pas mal aussi. Exactement. Et en fait, le truc, c'est combien ça nous coûte tout ça, alors qu'on nous dit toute la journée faites des économies. On en fait des économies. Tous les chefs d'entreprise en font, tous les Français en général en font, parce que je dirais qu'un les ministres ont droit à un pot de départ aussi. Mais pas forcément un chauffeur à vie. Pour un Premier ministre, t'as pas forcément droit à un chauffeur à vie. Les ministres n'ont pas de chauffeur à vie. Non, les premiers ministres ont des chauffeurs à vie. Donc tu quittes Matignon à 35 balais et jusqu'à 80 balais, tu vas avoir un chauffeur à vie. Excuse-moi, c'est bien sûr, c'est symbolique, c'est pas comme ça. Marginal. Oui, mais c'est des symboles et c'est des symboles qui font mal. Moi, je pense, par exemple, je trouve ça compliqué quand on n'arrête pas de nous brasser à longueur de journée. Il faut faire des économies. On est dans une mouise complète. Le service public est compliqué. Moi, par exemple, là, j'ai demandé un rescrit auprès de l'administration. On m'a annoncé un délai entre 1 mois et 3 ans. Pour une entreprise, 1 mois, 3 ans. Vous comprenez, en fait, la situation, c'est que toute la journée, on nous rabâche ça, toute la journée, on entend ça, on nous dit, voilà, augmentation des impôts, tout. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis content de payer des impôts, j'ai eu l'école gratuite. Oui, mais c'est pas les impôts. Émeric, il y a une équation. Émeric, c'est pas les impôts. Moi, j'aimerais poser la question grande gueule. Expliquez-moi pourquoi la France, en Europe, est devenue le pays quasiment le plus endetté. Et parallèlement, le pays qui prélève le plus d'argent. Alors, je termine. Qui prélève le plus d'argent. C'est-à-dire que, à la fois, celui qui dépense le plus et celui qui prélève le plus d'impôts. On n'est pas capable de regarder les choses en face et de se dire que notre modèle économique est mort et qu'il faut en changer. On met du sparadrap sur notre modèle économique alors qu'il est mort. Il est mort. Voilà. Le modèle économique de la France aujourd'hui, il ne se redressera pas. Il faut totalement changer et il faut changer le logiciel. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique qui est capable de le faire d'abord parce que ça serait trop dangereux. Parce que tu vas mettre des millions de gens dans la rue. Voilà, tu vas mettre des millions de gens dans la rue et surtout il faut du courage. Et excuse-moi, mais le courage chez les hommes politiques, c'est une valeur assez rare aujourd'hui parce qu'il y a d'abord de l'opportunisme et du carriérisme. Ah bah t'as raison. Mais notre modèle économique est mort. Point barre, il est mort. Voilà. Si vous voulez, on va aux funérailles, mais on n'arrivera pas à le rattraper. Sur ce sujet, Mourad a raison. Parce que on doit totalement changer notre façon d'aborder la mondialisation, d'aborder le commerce international. Si aujourd'hui on baisse les impôts pour que les gens achètent des vêtements produits en Chine, dans des conditions sociales qui sont totalement différentes, voire qui ne respectent pas la dignité humaine, pour avoir des vêtements.
Eh ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de théorie du ruissellement. C'est sûr que l'argent, il ne rentre pas dans les caisses de la France ou de l'Europe. Donc déjà, réindustrialiser au niveau européen et au niveau français la production des biens et des services essentiels. Avec plus d'impôts, tu réindustrialises la France ? C'est-à-dire qu'avec plus de coût du travail, tu réindustrialises la France. Oui, je pense. 40 euros, La France et l'Union européenne. Il y a un pays qui fonctionne comme ça ? On va tous devenir naturistes, parce qu'acheter des habits, ça sera un signe cher de richesse. Le coût du travail est plus élevé, par exemple, qu'en Allemagne. Alors effectivement, en Allemagne, ils ont maintenu une industrie, mais ils se sont donné les moyens. On réindustrialise à l'échelle. Oui, en gros, parce qu'aujourd'hui, on joue un jeu. Et on va faire venir les industries. Aujourd'hui, on joue un jeu biaisé. On met des règles assez exigeantes chez nous, mais on importe dans des pays qui n'ont aucune règle. Le problème aujourd'hui, c'est que toute la fiscalité pèse sur les coûts du travail. Et c'est pas possible. Je peux finir ma phrase. Vas-y, Flora, finis. Mourad a raison quand il dit que notre modèle économique est mort. Je vais finir ma phrase. Parce que nous jouons un jeu économique biaisé. Biaisé, c'est-à-dire que nous imposons des normes exigeantes sur l'écologie et le social en France et en Europe, mais nous importons de pays qui ont des conditions de dignité humaine déplorables et de transition écologique insoutenables. Donc, il y a un modèle économique qui permettrait d'avoir un espace juste et sûr pour notre économie, qui serait d'avoir des règles de mondialisation encadrées à l'échelle européenne. Tu imposes aux autres des règles. Excuse-moi, pour l'instant, économie et écologie, c'est un oxymore en ce moment. Peut-être que demain, ça ne le sera pas, mais aujourd'hui, ça l'est. On a d'autres urgences. C'est bien un problème, parce qu'on va tous en mourir. L'urgence économique, c'est de déplacer la fiscalité, de la déplacer du coût du travail sur la consommation. Et ça, il faut avoir ce courage. Un mot, l'économie crève des règles. Et là, vous venez de nous dire, on va refaire des règles pour les aider, etc. Non, on va changer les règles. Et les règles, elles sont déjà partout. Attends, je t'ai écouté. En réalité, je pense juste qu'il faut lever les règles. Et que l'État doit être en mesure de donner un espace économique libre, avec moins d'impôts, etc. et avec une protection aux frontières. On fait tout l'inverse, on met de plus en plus de règles et vous venez encore d'essayer d'en imaginer de nouvelles. Alors, est-ce qu'il faut des hausses d'impôts Et je suis pour arrêter l'ENA. Il faut détruire l'ENA. Est-ce qu'il faut des hausses d'impôts? Est-ce que Michel Barnier a raison? Est-ce qu'il faut des hausses d'impôts pour les plus riches? Oui ou non? C'est partagé quand même. Oui, 52. Je vous dis que ça va marcher. 52, 48, on va dire. Les gens se rendent pas compte que c'est eux qui vont payer. C'est très rare au GG qu'on arrive à des résultats à peu près 50-50. Et ça dit quelque chose. Moi, je pense que les Français sont majoritairement pour qu'on augmente les impôts qui ne concernent pas. Parce que la question de base, c'est quand même, faut-il augmenter les impôts chez les autres? Et on fait 52-48, donc tu vois. Allez, tout de suite avec le on s'en fout, on s'en fout pas. Et tiens, la dissolution, vous savez quoi? Ça a coûté un pognon de dingue. On va voir si les GG s'en foutent ou pas. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.